chez Skill. Installe-toi tranquillement. Je t'explique le concept, yo. Bienvenue chez Skill, la transmission de savoir habile. On décortique les talents, les gens qui fascinent. En face de moi installé, cette meuf en taquine. Le ballon rond spin move, c'est là qu'elle s'affirme. C'est dans le streetball qu'elle s'est formée. Paris 18e, Port de Cli, elle performait. T'as déjà vu une meuf qui s'impose chez les Clemets? Pour elle c'est quotidien, elle fait sauter les normes. Didi et ses Blue Air ne se laissent pas faire. Validée par son père, elle poursuit sa carrière. Et même en tant que mère, elle fait preuve de caractère. Cette olympienne du Mali a su transmettre des repères. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter celle que l'on appelle Diana Gandega. Dans la street, elle accroche ses mêmes dégâts. Sur le terrain, elle ne faisait que des dégâts. Aujourd'hui, dans le 3-3 même combat, faites place à la princesse devenue reine Gandega. Dans la street, elle accroche ses mêmes dégâts. Sur le terrain, elle ne faisait que des dégâts. Aujourd'hui, dans le 3-3 même combat, faites place à la princesse devenue reine. Bienvenue chez Skill. Lourdeur. Il n'y a pas d'autre mot. Magnifique. Merci Jean-Marc. On peut arrêter là? Diana, Nice. Waouh. bienvenue chez Skill. Merci. Déjà, l'intro est incroyable. L'inspiration dingue. Les premières notes folles. Tu m'as fait revenir à 20 ans en arrière là. Rien qu'à l'intro. Là, j'ai le smile là déjà. Lourd. Diana, bienvenue chez Skill et merci à toi de te prêter au jeu de notre concept. Pendant notre échange, tu vas nous partager le talent qui t'a fait briller, ton skill. Ça va se passer en 3 parties. Premièrement, on va parler sport. On va parler de ta pratique sportive, ce qui te fait vibrer en tant que sportif. Deuxièmement, on va aller sur le terrain. Et je crois que tu as 3 moves à nous montrer. J'ai hâte de voir ça. Et enfin, on va parler mentalité, détermination, mindset. Ça te va? Ça me va parfaitement. Let's go. Allez, on va parler sport. Diana, dis-moi, est-ce que tu peux nous rappeler de quelle pratique nous allons parler et surtout quel statut as-tu occupé à ton prime? Alors, on va parler basketball, basket féminin. À mon prime, j'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 avec l'équipe du Mali pour laquelle j'ai joué pendant 8 ans. Excellent. Et justement, Diana, est-ce que tu peux nous expliquer quel poste tu occupais? Alors, j'étais meneuse. C'était un poste que je n'aimais pas spécialement parce que j'étais formée en poste 2. Donc, dans mes clubs, j'étais poste arrière. Et en équipe nationale, il me manquait une meneuse d'expérience, on va dire. Donc, j'ai été décalée et ça a matché tout de suite. Donc, toutes mes années en Team Mali, ça a été en tant que meneuse. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à faire du basket? Est-ce que tu peux nous raconter le début de cette histoire? Alors, le début de cette histoire, ça a été l'UNSS au collège, un prof de sport qui passait dans les classes en disant il va falloir s'inscrire soit au basket, soit au foot, soit à l'athlé. Donc, le foot, j'en faisais déjà, mais en quartier, donc non. Athlé, courir en rond, c'est tout ce que je déteste, donc non. Et rester de basket. Donc, avec les copines, on s'est regardé, on a dit bon, on tente. Et l'aventure a commencé comme ça, au collège. Excellent. J'ai cru comprendre aussi que tu as pratiqué le basket en dehors du gymnase. Ouais, ça a commencé dans le gym. Après, ça a été directement dans la rue, en street, à Cléancourt. Après, on a eu aussi Carpentier, on a eu Charenton. Et puis après, avec les copines, on a été sur les différents terrains. Mais c'est vrai qu'à Cléancourt, j'étais vraiment la seule à y aller régulièrement, tous les samedis soirs, de 18h à 21h. Et ça n'a pas été tout de suite évident parce que je venais dans la salle. J'étais dans la salle, mais je ne jouais pas encore. Donc j'ai dû patienter plus d'1 an avant qu'on me laisse ma chance et que je la saisisse en fait, clairement. Après, je ne suis plus sortie du terrain. Et qu'est-ce que tu faisais pendant 1 an sur le côté du terrain, du coup? Ah, je regardais, j'observais, j'apprenais aussi comme ça. Il y avait des petits panneaux sur le côté, donc je shootais, je faisais mes drills, etc. Et
voilà, j'ai été patiente parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, on allait me laisser m'exprimer et il fallait simplement pas que je loupe ma chance à ce moment-là et je l'ai pas loupé. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce fameux jour où peut-être après 1 an de patience, tu as pu participer à un pick-up ou à une partie? Ouais, c'était un pick-up parce que donc tous les soirs à Cléancourt le soir, en soirée entre 18 et 21h, il y a des gars qui se réunissent pour jouer. Donc en général, les gars sont pas licenciés en club. Et ils ont que ce créneau-là pour jouer. Donc il est hyper important pour eux, c'est une fois dans la semaine, donc ils vont pas s'amuser à faire rentrer des filles, des gosses pour. Donc non, non. Et Henri Lembé, qui a été un parrain, un mentor à Cléancourt, jusqu'à présent, tu me diras, m'a vu sur le côté pendant tout ce temps et m'a dit ben, la petite Didi, là, on va laisser sa chance, quoi. Vas-y, Didi, tu joues avec moi. Donc je rentre sur le terrain, je me dis oh là là, loupe pas ta chance, c'est maintenant. Et je fais un pur pick-up. Franchement, je loupe pas, je cross. Ils me disent wow. Et les gars, ils me disent mais la petite sur le côté. Je dis bah pendant que j'attendais sur le côté, j'allais jouer dans d'autres terrains ou après je continue aussi en club. Donc oui, je sais jouer, mais juste vous ne me laissiez pas l'opportunité. Et Henri m'a dit bah c'est bon, là t'es entre guillemets adoubé, donc tu fais partie de la famille Clic-Clic. Mais parce que j'ai fait aussi un bon pick-up et ça a matché tout de suite. Les gars me connaissaient, mais c'était juste la petite qui est sur le teco et qui regarde quoi. Et là, quand je suis rentré, ah ouais, la petite, elle s'est game quand même. Il y a du basket là-dedans. Et voilà, depuis, je suis partie de la famille. Bon, on va aller dans le détail parce Ouais. que moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu quelles ont été les qualités que tu as travaillé pendant 1 an sur le teco et puis, bah, surtout, il y a forcément dû avoir un moment où même sur le côté ou dans le 5-5, beh, tu t'es montré un peu au-dessus d'un garçon. Est-ce que tu as un souvenir comme ça à nous partager sur ces qualités que tu as travaillées qui ont fait qu'à un moment donné, tu as pu laver un mec? Alors, ça a été le cross direct. Parce que moi, mon idole, c'était Alena Iverson. Quand j'allais m'entraîner avec les filles, c'est ce que je travaillais. Les cross, les in and out. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Et arrivé sur le terrain, j'ai dit bah écoute, fais la même chose en fait. Que ce que tu fais contre les filles, tu vas le faire contre les gars, sachant que j'ai travaillé. Et du basket, ça reste du basket. Donc on m'a mis en plus sur un des joueurs qui n'était pas non plus exceptionnel, parce qu'on dit bah c'est Diana, vas-y c'est une petite gamine, on va la mettre sur lui là. Ah gars, elle a graille, il a graille. Et voilà, après à chaque fois qu'il y avait des matchs, bah, on m'appelait, vas-y il reste une place Diana, tu veux. Au début c'était ça, c'est il reste une place Diana, tu veux. Et après bah, j'ai pu m'imposer et moi je venais avec mon équipe. Quand je venais, je dis ah bah toi, venez les gars, on joue ensemble, ok, et on joue ensemble. J'étais plus celle qu'on prenait en dernier, j'étais parfois celle qui faisait son équipe. Tu as eu une carrière professionnelle par la suite. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que la pratique du streetball t'a apporté du coup dans cette carrière professionnelle, quelles aptitudes physiques, quels ont été tes points forts qui ont pu permettre de te faire repérer et qui ont pu aussi te permettre de kiffer tout simplement cette pratique. Alors ça a été la dureté, parce que quand tu joues contre des garçons, de toute façon, tu prends les coups et tu la fermes en fait. Tu as accepté de venir jouer sur le terrain, on va pas se dire je défends ou j'attaque contre Diana, c'est une fille, tu fais partie des 10 joueurs, fin de l'histoire. Donc tu l'acceptes parce que je suis aussi venu pour ça, pour travailler et pour aussi en prendre, pour après rendre au côté féminin. C'est-à-dire que tous les coups, le fait que ça se joue vite aussi chez les garçons, quand tu te démarques chez les filles, bah, c'est juste sur un pas. Chez les gars, il faut faire l'effort d'eux. Bah, quand tu retournes après sur le basket féminin, c'est beaucoup plus simple. Donc, toute cette dureté que j'ai acquis avec les garçons, le fait d'aller beaucoup plus vite dans mes gestes et dans mes déplacements, bah après, ouais, ça m'a permis d'aller de partir du niveau département quand j'ai commencé en cadette, en National 2, puis après en Ligue 2, et après les Jeux Olympiques. Ça a été hyper vite. Et c'est pour ça que souvent, quand je parle des JO, je parle souvent de Clignancourt, parce que ça a été vraiment mon centre de formation. Très fort, très fort. Et quand tu parles de dureté, dans le jeu, ça se manifestait par quoi? Par des bumps, par t'étais plutôt à l'aise sur les phases défensives pour stopper les gars ou au contraire, c'était lorsque tu étais en phase offensive pour aller au contact? Je me doute un peu de la réponse, mais ça m'intéresse de t'entendre là-dessus. Bah, moi, c'est plus offensif, parce que défensif, je graillais, hein, pas se mentir. Mais après, c'était à moi de comprendre que tu peux jouer au basket, mais il faut aussi te renforcer. C'est-à-dire que c'est là que je me suis mise aussi à faire de la muscu, parce que sur le côté à Clignancourt, tu as des gars qui sont sur le côté qui se font du renforcement, il y a des poids, il y a tout, avec le son, enfin, il y a vraiment une ambiance spéciale. Et après, il y a le terrain. Donc, quand je ne jouais pas et que c'était un moment de rotation, j'allais sur le côté abdos,
pompe, gainage avec les gars et je revenais. Donc j'ai pris aussi de la masse. Et ce qui a fait que entre le premier entraînement, enfin le premier pick-up que je fais avec les garçons et 3-4 mois après quand je reviens, c'est autre chose. Je prends un peu mieux les contacts. Quand il y a un gars qui veut me poster, bah, je peux tenir, je descends en centre de gravité. J'ai appris plein de trucs. Et puis les gars m'ont dit la même chose, ils m'ont donné plein de conseils. Quand tu défends sur un gars ou une meuf qui joue comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et tu encaisses. Et aujourd'hui, un peu moins heureusement, mais à mon époque, on mettait toujours en opposition, on mettait souvent en opposition le streetball et le basket fédéral. Alors que le streetball et le basket fédéral sont complémentaires. Et quand tu comprends ça, mais tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. Justement, tu as parlé des Jeux Olympiques. Euh, Tu as atteint les plus hauts niveaux sportifs avec cette compétition de malade. Comment as-tu vécu justement cette ascension de Clignancourt à Pékin? Ça a été hyper rapide. En moins de en 10 ans, tu passes de niveau département streetball dans la rue aux Jeux Olympiques. Et, en fait, je prenais les années les unes après les autres sans regarder derrière. C'est-à-dire que je suis passé de département à région, région en National 3, National 2, National 1, Ligue 2, Jeux Olympiques. Et c'est simplement quand je suis rentrée en France que je me suis rendu compte que t'as fait les JO, Jana. Bordel, t'as fait les JO. Mais c'est plus les personnes qui sont autour de moi qui me disent « Mais t'as accompli ça ?» Et assis-toi en fait 2 secondes. Assis-toi 2 secondes et regarde ce que t'as accompli. Regarde derrière. Et quand je me retourne, je dis « Mais j'avoue, j'avais 14 ans, j'étais dans la rue, personne ne me connaissait, on ne voulait même pas de moi sur les terrains. Et là, j'ai atteint le... Après, c'est le soleil, quoi. Après les JO, c'est le soleil. Donc, c'était une grande fierté. Et au-delà même de jouer contre des équipes internationales, les États-Unis, tu joues contre Gianna Taurasi, tu joues contre Candace Parker, des filles que tu vois en WNBA. Ma plus belle fierté, ça a été de porter le nom de mon père dans mon dos, en fait. Et ça, c'est priceless. C'est-à-dire que j'ai mes maillots, je les garderai à vie. Mon fils, il fait du basket aujourd'hui et j'espère qu'un jour, il pourra porter aussi le nom de son père ou le mien dans son dos parce que avant même le côté sportif, il y a le côté familial qui prend le dessus. Et ma famille a toujours été là pour moi. Et Clignancourt fait aussi partie de ma famille. Donc, ça passe vraiment avant tout. Tu as atteint un niveau aux Jeux Olympiques et après, ta carrière aurait pu se poursuivre. Ouais. Mais si j'ai bien compris, il y a eu un plafond de verre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, il y en a eu un parce que déjà, il y a eu les blessures. Quand je suis partie au JO, j'avais déjà des problèmes de genoux qui commençaient. Mais on ne savait pas ce que c'était. Tu vas voir les médecins, on te dit non, c'est rien, tendinite, tu prends des cachetons anti-inflammatoires et tu repars. Et j'en ai souffert pendant un petit moment. Et c'est en revenant des JO, je me suis dit non, il faut que je me soigne. Parce que sinon, ok, il y a la carrière professionnelle, mais j'ai une vie aussi personnelle, j'ai une vie de tous les jours et je ne peux pas être en souffrance non-stop. Donc j'ai décidé, donc je suis en Ligue 2, de revenir en Île-de-France pour me soigner sur Paris et de signer en National 1, donc le niveau juste en dessous. Et c'est là que je me suis dit, ouais, mes genoux, ils vont plus se porter de m'entraîner 2 fois par jour. 4 fois par semaine, ça peut être pas mal. Et derrière, j'avais quand même mon bagage de diplôme. Donc j'ai un Master 2 en marketing, communication, pub. Je me suis dit, c'est peut-être le moment aussi de revenir sur Paris, près de ma famille, près de mon copain à l'époque, trouver un taf, mais continuer à jouer et me faire plaisir. Même si c'est vrai que tu sors des JO, tu pourrais vraiment essayer de toucher la ligue féminine. Mais je me dis, mon corps, il veut plus en fait. Il faut peut-être l'accepter. Donc c'est comme ça qu'après, je suis revenue en Île-de-France. Mais j'ai continué à jouer avec l'équipe nationale pendant 8 ans. Donc mine de rien, même si je n'étais pas à haut niveau sur le championnat français, je suis restée à haut niveau avec l'équipe nationale. Donc pendant que j'étais en National 1 à Franconville et que je travaillais au comité de basket, je faisais chaque été les compétitions internationales. Donc Jeux Olympiques, après on a enchaîné avec les championnats du monde et j'ai fait après derrière 3 Coupes d'Afrique. Très bien. Là, on touche un sujet qui est assez intéressant, qui est un sujet commun, je crois, à tous les sportifs de haut niveau, et même d'un niveau inférieur, c'est le rapport à la blessure, le rapport à la douleur. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que vu ton physique, poids plume, Ouais. douleur au genou, c'est assez peu commun. Qu'est-ce qui, selon toi, t'a usé à ce niveau-là? Alors, je pense que c'est le fait d'avoir joué sur différents terrains qui ont un peu usé mon corps et mes genoux.
Et c'est à mes 22-23 ans qu'on m'a détecté de l'arthrose, en fait. Waouh. Je suis, wow, arthrose, ça c'est la maladie des vieux. On dit, bah, en fait, vous avez des genoux d'une femme de 45 ans, quoi. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous jouez avec, soit vous arrêtez, mais le cartilage, une fois qu'il est perdu, il est perdu. Ça, c'était il y a 15 ans. Et j'ai eu la chance, en revenant en Île-de-France, de tomber sur un médecin du sport qui a été incroyable et qui m'a réellement soigné. Donc, je me suis fait opérer quand même des 2 genoux. On a fait un protocole assez long, mais qui a bien fonctionné en 6 mois. J'étais de retour sur les terrains, quoi. Et c'est longtemps après encore que j'ai compris qu'il y avait aussi l'alimentaire. L'alimentation primordiale, et on sous-estime le pouvoir de la nourriture, qui a eu un rôle aussi néfaste sur mon corps et sur tout ce qui était inflammation. Donc voilà, une fois que j'ai compris ça, j'ai réglé juste refaire des semelles orthopédiques, manger différemment, se remuscler, avoir une bonne hygiène de vie. Bon, ça allait à peu près. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 41 ans et je fais encore des tournois internationaux 3-3. Merci pour ce partage. Là, on commence la transmission habile et ça Ouais. m'intéresse, tu sais, de savoir un peu ce que tu penses de l'enjeu sur l'éducation alimentaire. Tu Mhm. vois, on peut parler de plusieurs éducations, éducation scolaire, on parle beaucoup de l'éducation financière, etc. Et est-ce que toi, justement, as des regrets sur le fait de peut-être avoir une éducation alimentaire inadaptée à ta pratique sportive? Oui, totalement, parce que quand tu arrives dans un club, que tu joues à haut niveau, tu es souvent accompagné par un agent sportif, mais qui va juste s'arrêter sur le sportif et sur le financier. On n'avait vraiment pas d'accompagnement au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation et même de la santé mentale. Donc ce sont vraiment des sujets qui étaient limite tabous, parce qu'à l'époque, on parle de santé mentale, t'es fou, faut voir un psy, mais je suis pas fou. Alors qu'aujourd'hui, je pense que 80% des sportifs de haut niveau et sportifs de haut niveau sont accompagnés. Et tant mieux. Et pas qu'au niveau mental, mais au niveau alimentaire. Et oui, ça fait partie de la performance. Pareil pour le sommeil. On ne se rend pas compte, mais les blessures viennent aussi parce que le corps ne récupère pas assez. Donc quand on dit de manger bien, de bien dormir, d'avoir au moins ces 8 heures de sommeil, surtout quand on est sportif, c'est pas pour emmerder le monde, quoi. C'est vraiment parce que quand on a une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, la carrière, elle est de plus en plus longue. Ça, il n'y a vraiment pas de secret. On regarde LeBron James, ça suffit, hein. Alors, on va dire les termes. Moi, ça m'intéresse de savoir à l'époque, c'était quoi ton régime alimentaire? Comment ça mangeait en mode street à Clignancourt? Ça mangeait mal. Tu sortais de la salle, on allait manger un grec, un McDo ou autre. On regardait pas ce qu'il y avait dans l'assiette. On mangeait comme on mangeait d'habitude, au moins cher. On va pas se mentir, au moins cher. On cuisinait pas non plus. Et le fait de cuisiner aussi, ça change tout parce que tu sais ce qu'il y a dans ton assiette. C'est choisi. Il y a très peu d'ingrédients transformés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si je prends en magasin un plat tout prêt, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps. Mais sinon, maintenant, je cuisine. Je cuisine au maximum tout ce qui est fruits et légumes et même des produits frais, quoi. Ça, c'est autre chose. Et même au niveau du goût, c'est autre chose. Et c'est pas spécialement plus cher. Et tu peux me dire, du coup, ce que tu aurais changé dans ton alimentation, justement, pour peut-être atténuer les effets que ça a eu sur tes articulations, sur ton genou? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors, il aurait fallu réduire tout ce qui est mauvais gras et mauvais sucre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sucre blanc, j'en mange plus du tout. Je consomme plus du tout. Sauf dans ce qui est transformé. Si demain, je veux un croissant, bon, vas-y, je me prends un croissant. Mais sinon, chez moi, j'achète plus de sucre blanc. C'est juste du sucre non raffiné. Donc voilà, le pain blanc non plus. Donc c'est du pain complet. Tout ce qui est de couleur brun, c'est ce que je consomme en fait. C'est ce qui est le moins transformé. Et tout ce qui est aussi donc le mauvais gras, charcuterie, même le beurre, je fais attention à quel type de beurre. Et je cuisine quasiment plus avec de l'huile. Voilà. Après, c'est tous ces acides gras saturés, qu'on appelle acides gras saturés, que j'évite au max. Parce que c'est ce qui crée, moi, en tout cas chez moi, de l'inflammation. Donc aujourd'hui, en plus, j'ai fait une école de commerce avec une spécialité communication. Quand j'achète un produit, je ne regarde plus du tout le packaging. Je regarde derrière les valeurs nutritionnelles. Je regarde le prix et je tourne direct. OK, il y a tant de morceaux de gras, il y a tant de gras, il y a tant de morceaux de sucre. OK, ça, je jette. Et sans même regarder le Nutri-Score. C'est un indicateur. Mais maintenant, je tourne. Parce que maintenant, je me suis renseignée et je sais que ça va me faire des inflammations incroyables à gauche.
Merci pour cette partie éducative. Du coup, on va revenir sur le sport. Tu me dis qu'à 41 ans, tu Ouais. retrouves des sensations. Ouais. Puisque jadis, tu étais connu pour le cross, le démarrage, et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont YouTube à aller voir des petits highlights. Ils verront par eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu retrouves quelques sensations et comment tu le vis dans ton corps? Alors oui, à 41 ans, j'arrive encore à jouer parce que justement, comme je te disais, je fais maintenant attention à mon corps via l'alimentation, le renforcement et autres. Mais surtout, j'ai changé de discipline. C'est-à-dire que j'ai joué pendant plus de 20 ans au basket 5 contre 5. Maintenant, je suis du 3-3 et c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est du demi-terrain. C'est plus intensif au niveau du cardio, mais tu peux t'exprimer comme la rue en fait. Parce que le 3-3, c'est issu du streetball. Et aujourd'hui, la FIBA a mis ça d'une manière un peu plus structurée, mais ça reste dans les critères du street. Donc on joue dehors, on joue demi-terrain, il y a un check-ball, tu joues avec tes potes parce que c'est choisi, il n'y a pas de coach. C'est dingue, c'est incroyable. Donc ouais, je revis une nouvelle carrière avec le 3-3 à 41 ans. Excellent. On voit derrière avec la médaille d'argent de Paris 2024 que le 3-3 a une vraie hype. Concrètement, toi, quand tu es dans un match 3-3, Ouais. quelle est ta position ou ta partie préférée? Est-ce que justement sur le demi-terrain, il y a peut-être tes qualités qui sont mises en exergue, ta vision de jeu, ton démarrage, ton shoot? Quelles sont les sensations que tu apprécies le plus dans le 3-3? Alors ce que j'aime, c'est que comme on n'est que 6 sur un demi-terrain au lieu de 10, il y a de l'espace. Donc moi, ce que je préfère, c'est comme je suis une joueuse de 1 contre 1, isolation. Poussez-vous. Laissez-moi jouer. C'est tout ce que j'aime. Franchement, le 3-3, c'est ça. Après, tu peux pas te cacher parce que tu es impliqué, vous êtes que 4, donc 3 sur le terrain et un remplaçant. Et tu développes aussi ton tir parce que si tu n'es pas shooter sur du 3-3, tu ne vis pas. Le match, il dure 10 minutes, c'est 21 points, ça va hyper vite. Donc il faut scorer rapidement. Et pour être une joueuse de percussion, ouah, isolation, 1 contre 1, c'est parti, quoi. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que dans le 3-3, effectivement, il y a l'isolation, mais j'ai l'impression que sur les quelques secondes qu'on a pour marquer, Mm. je vois beaucoup de jeux en passe et beaucoup de réactivité. Et toi, tu arrives quand même à faire de l'isolation en 3-3. Ouais, parce qu'il y a des systèmes de jeu qui sont faits pour. C'est-à-dire que tu as 12 secondes pour attaquer. Tu as le temps de mettre en place un système de début, mais ça peut vite se terminer sur une isolation, avec des écrans à l'opposé, donc ça te libère un quart de terrain. Et hop, tu te retrouves tout seul avec ton joueur et tu peux jouer. Ça va hyper vite. Mais voilà, c'est une discipline qui crée de la liberté réellement sur le terrain. Parce que tu n'as pas toujours dans le 5-5 où vous êtes 5 sur un demi-terrain avec un coach qui te dit il faut faire ça, faut faire ça. Là, c'est juste toi et tes potes, vous vous éclatez. Bizarrement, on dirait que la boucle est bouclée. Ouais, Je retrouve les ambiances ouais, du streetball. totalement. Ouais. J'ai commencé dans la rue et je termine dans la rue. C'est top. Et quand on connaît le slogan de la FIBA 3-3 et des Jeux Olympiques, c'est From the street to the Olympics. Là, quand j'ai entendu ce slogan, je me suis dit, mais ça, c'est juste moi. Voilà, tu commences dans la rue, tu finis au JO. Et c'est l'esprit du 3-3, total. Très fort. Diana, écoute, on est déjà à la mi-temps de notre entretien. Ouais. Je pense qu'il est temps d'aller sur le terrain pour que tu puisses nous montrer 3 moves. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure. On y va? Allez. Salut Diana, Salut. comment vas-tu? Ça va, super. Super, bah écoute, enfin on est au terrain. Ouais. Tu vas nous montrer 3 moves. 3 moves apparemment que tu as beaucoup appréciés. Oui. On va commencer par le premier, je crois qu'il s'agit de ton spin move. C'est ça, le spin move. Donc c'est un des moves que j'aime utiliser en match, qui consiste tout simplement à utiliser son bras droit et d'engager le pied opposé pour enrouler son joueur. Donc l'objectif, c'est partir avec la main droite pour le premier geste, engager la jambe gauche, rouler, le laisser dans son dos et finir. Donc ça donnerait ça. On engage, on enroule. Quand je fais un spin, l'objectif c'est de passer le plus proche possible, épaule à épaule, de l'adversaire. Donc il y aura un contact.
Donc en créant le contact, déjà ça va le déséquilibrer, ça va le faire reculer. Et en engageant la jambe, on le laisse là dans le dos. Et une fois qu'il est dans le dos, c'est gagné. Ok Diana, on enchaîne tout de suite avec un second geste. Il me semble qu'il s'agit de ton pas décalé, c'est ça? Ouais, le pas décalé. Donc en fait, le pas décalé, l'objectif c'est de faire réagir l'adversaire. Donc c'est de venir en simultané, faire le geste comme si on allait shooter, et après partir en décalé. Voilà, soit à gauche, soit à droite. Donc on fait réagir et après on engage, soit avec le pied gauche côté droit, soit avec le pied droit côté gauche. Et ça donne ça. Sur le côté. Diana, on va évoquer un troisième geste. C'est aussi une de tes spéciales. Je crois que là, tu vas nous parler du in and out. Ouais, le in and out, alors je pense que c'est mon move préféré. C'est un move qui permet de mettre littéralement dans le vent l'adversaire. Le in and out, ce qu'il faut faire, c'est faire croire à l'adversaire que vous allez partir d'un côté pour aller dans l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le poignet, l'épaule et le regard pour faire croire qu'on va partir à gauche pour finalement aller à droite. En gros, ça donne ça en vitesse. Hello Diana. Yeah, Jean-Marc. Merci de nous avoir transmis ces moves. J'espère que les gens ont pu apprécier. On va passer à la deuxième partie de l'émission. On va parler un petit peu mentalité, motivation. On va revenir là sur cette époque où tu as joué avec des garçons. Comment as-tu fait pour gérer mentalement la pression que cela t'a peut-être amené? Alors, j'ai pas eu de pression parce que ça faisait quand même 1 an et demi que j'attendais. En fait, j'étais impatiente de jouer. Il y avait une petite crainte de me foirer, clairement. Parce que je me suis dit, le jour où on va me laisser jouer, si je fais de la demi-heure, c'est flemme. Flemme parce que ça va être demi-tour. Donc, ouais, petite appréhension, mais pas peur, en fait. Voilà. J'avais hâte qu'on me laisse prouver ce que je valais, en fait. Ouais, juste hâte. Si je comprends bien, toi, cette peur, elle a été domptée par la préparation. C'est-à-dire toute cette année, en fait, t'a permis finalement de faire une prépa mentale, de visualiser déjà ce qui allait se passer. C'est bien ça? C'est un peu ça, ouais. Parce qu'après, c'était pas des gars inconnus, hein, c'était quand même des potes, au final. Même si pour jouer, c'était un peu compliqué, mais c'est des gars que je connaissais. Donc, j'attendais juste le bon moment pour jouer et fin, voilà. Tu as géré ça finalement sans pression. Oui, et ça reste un sport, hein, ça reste un jeu, surtout ça. Le basket, à la base, c'est un jeu. Donc, je me suis dit, si je vais sur le terrain, je vais m'amuser. Il faut que je m'éclate. Et c'est ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, quand je vais sur le terrain, quand je vais à un entraînement, quand je vais à un match, ma première pensée, c'est hey, tu pars pour t'éclater. Tu vas passer un bon moment, mais pas du stress incroyable. Je pense que la seule fois où j'ai réellement eu un gros stress, c'est sur les JO. Voilà. Et une fois que tu connais les JO, tu as envie de te dire que toutes les autres compétitions qui arrivent, tous les autres matchs, c'est pipicha, quoi. Dis-moi, Diana, tu nous as parlé de cette période où tu es devenue basketteuse professionnelle. On y va, on parle vrai. Ouais. Tu es d'origine ouest-africaine. Ouais. Basketteuse professionnelle, ça veut dire partir de la famille. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour toi, cette étape, au niveau familial notamment. Alors, ça n'a pas été... fallait négocier. Parce que mon père est malien, ma mère est sénégalaise. On a été éduqués en mode vraiment quinre, dans le sens... alors, c'est pas péjoratif du tout, mais c'est si tu quittes la maison, soit t'es marié, soit t'es marié. Pas une histoire. Et quand j'ai dit à mon père que je voulais partir, il m'a dit alors, je te fais confiance, mais par contre, finis tes études. Ok, mariage, on verra plus tard, etc. En plus, je suis l'avant-dernière d'une famille, personne n'avait quitté la maison. Et il me dit ok, je te fais confiance, mais finis tes études.
pas tout de suite. Attends. Donc, j'avais déjà, je crois que j'avais un bac +2 et je voulais faire un master, quoi qu'il arrive. Je vais faire une école de commerce. J'ai dit OK. J'ai dit donc, je finis mes études, je pars. Il me dit, tu finis tes études, diplômé, et tu peux partir. Ah bah, ça a été une vraie source de motivation aussi pour avoir le diplôme, hein. Donc, master en poche. J'ai dit, papa, ça y est. Il dit, ma fille, vas-y. Mais c'est comme ça que j'ai signé après mon premier contrat à Chalon-sur-Saône. Donc, la première fois que je quitte ma famille. C'était dur parce que tu passes de Paris 18e où il y a du bruit, il y a du monde, ambiance quinre, à Chalon-sur-Saône. Mamma mia. Ah purée, tout ferme à 19h. Les Renois, tu les comptes sur les doigts d'une main. Après, la saison s'est bien passée, Dieu merci. Mais ouais, pas facile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une trêve, un week-end, je rentrais sur Paname direct. Je rentrais à chaque fois. Je peux pas rester. Après, j'ai signé à Strasbourg, donc plus grande ville, ça allait beaucoup mieux. J'ai fait 2 ans là-bas, en Ligue 2, donc en Pro B. Et après, je suis rentré en Île-de-France. Ah, ne passons pas à Strasbourg si vite. Ah, ah non. Parce que justement, on sait que la vie d'un sportif est faite de victoires Mm. et de défaites. Moi, j'aimerais bien que tu puisses nous partager, si c'est possible, un moment qui a été le plus délicat ou difficile justement dans cette carrière professionnelle. Alors, je pense que le moment le plus difficile, c'était ma 2e année à Strasbourg, où déjà mes problèmes de genoux m'ont vraiment fatigué. Et je pensais vraiment qu'en revenant, en faisant ma 2e année, j'étais à mon prime. Je revenais des JO. J'avais encore toute cette compétition en moi. Tu avais joué contre les meilleurs jeux au monde. Tu reviens en Pro B, donc en Ligue 2. Je me dis, je vais éteindre. Je vais éteindre tout le monde. Je vais arriver, je suis prête, physiquement, je suis prête. Même si j'ai mes douleurs de genoux, mais je vais éteindre. Et en fait, mon corps, il a pris le dessus. Il m'a dit, ma cocotte, tes 2 entraînements par jour, là, c'est cuit. Et ça a été dur parce que j'ai même pas pu réellement avoir une saison complète. Et après, on va pas se mentir, on avait un groupe qui était malsain. J'ai joué avec des coéquipières sans citer de nom. Je pense que ça a été le pire groupe dans lequel je me suis retrouvée. Parce que tu avais le côté jalousie, on va pas se mentir. Il y avait le côté compétition. Le fait de jouer au même poste que d'autres joueuses aussi, tu as l'impression que vous n'êtes pas de là pour la même chose. Moi, je suis venu juste pour kiffer, comme j'ai dit, et pour essayer de faire monter l'équipe en Ligue féminine ou au moins se maintenir. Et à d'autres, c'était juste leur temps de jeu et leurs stats. Donc, c'était chaud. On avait un groupe vraiment malsain. C'est pour ça que quand j'ai quitté Strasbourg, il y a eu du regret parce que je me suis dit, je redescends d'un niveau, mais il y a eu un soulagement. Je dis, on n'est pas là pour souffrir en fait. On n'est pas là pour souffrir. Cette période-là de Strasbourg, tu m'as dit groupe malsain. Ouais. Tout à l'heure, tu as évoqué la santé mentale. Ouais. Comment as-tu vécu cette période mentalement? Ah, durement. Dur. Et là, j'étais bien contente d'avoir ma famille avec moi. Parce que Alors, je sais pas si j'allais arrêter le basket après ça, mais ça aurait pu me pousser à arrêter. Clairement. Et je pense que ça a été l'une des plus difficiles décisions de ma vie en tant que joueuse, hein, de rompre un contrat La saison s'est terminée au mois de mai. Au mois de mars, je me dis, je me barre. Parce que justement, pour ma santé mentale, je me dis, je ne peux pas rester dans le groupe-là. Je ne peux absolument pas. Le coach, il était dans le même mood. Et je me suis dit, non, je peux pas rester, je rentre. Donc, j'ai appelé ma famille. Je me dis, écoutez, je retourne à la maison. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas où je vais aller. Mais je reviens à Paris. Il faut que je revienne. Rien que pour moi, pour que je souffle. Je chercherai un club plus tard. On verra en septembre où j'irai. Mais là, j'ai besoin d'être avec mes proches, avec les gens que j'aime, des personnes qui m'aiment. Et le reste, on verra. Donc, je suis arrivé à Paname. J'ai posé mes baskets et j'ai pas rejoué pendant 3 mois. J'ai posé comme ça. Taf, mars, avril, mai. Et en juin, je reprends. En juin, c'est là que je me dis, ouais, attends, je vais commencer à passer des coups de fil pour trouver un club pour l'année prochaine. Mais je voulais plus. Ça m'avait vraiment, limite dégoûté, quoi. Merci pour ce partage qui n'est pas évident. On est chez Skill. La transmission, elle est habile et elle est profonde. Donc, je me permets de te poser une question. Tu nous dis que à Paris, tu étais contente de revenir, tu as retrouvé ta famille, tes repères. Même si tu as eu un temps de break, tu es repartie plus belle. Ouais. Penses-tu que le fait, justement, de ne pas avoir tes repères autour de toi et d'avoir été dans un niveau
super professionnel, ça a joué contre la progression de ta carrière? Est-ce que tu penses, au niveau adaptation, qu'il t'a manqué des choses? Alors, je pense pas, parce que quand j'ai quitté Paris, je savais où je voulais aller en fait. C'est pas juste partir pour aller faire du basket et taper du ballon. J'avais touché mon rêve de ligue. J'ai joué quand même en Ligue 2. Derrière, tu as les JO. Donc, je sais que de toute façon, mon pied-à-terre, il est à Paris et que je peux y retourner. Je suis resté en France. C'est pas comme si j'étais parti jouer à l'étranger ou autre. Donc, le côté partir, avoir peur de. Non, ça, j'ai pas eu ce problème. Après, ma première année à Chalon, elle a été nickel, avec un groupe génial. La première année à Strasbourg, nickel. C'est la deuxième qui a été compliquée. Mais je me suis dit, de toute façon, avec mes problèmes de genoux, à un moment, c'est ton corps avant tout. C'est bien, ça n'a rien de dire, vas-y, je vais jouer en Ligue féminine pour dire, t'es en Ligue féminine, t'es 12e jeu, tu fais des déplacements partout et tu joues pas. J'ai dit, aucun intérêt. Ligue 2, comme je t'ai dit, m'entraîner 2 fois par jour, mon corps, mon genou, mes genoux m'ont dit stop en fait. Stop, parce que après, ça, c'est pour marcher sur les genoux. Non, non. J'ai une vie de femme aussi. Voilà, j'ai envie de pouvoir marcher avec des talons, voilà, avoir une vie où tu n'as pas mal au quotidien. Et à Strasbourg, je sortais des entraînements, je rentrais chez moi, j'étais en larmes, j'avais mal, les genoux qui gonflaient et je ne jouais pas parce que bah, tu ne peux pas être efficace. Donc non, non, je savais quand je suis parti pourquoi je partais. Donc aucun regret, mais il fallait faire demi-tour. Donc j'ai fait demi-tour. Et là, pour le coup, sans regret. Descendre d'un niveau Ligue 2 à un niveau inférieur, et finalement, bah aussi financièrement, il a fallu trouver des solutions. Tout à l'heure, tu nous as parlé du papa Oui. qui avait imposé, on va dire, une condition à ce que tu partes. Avec le recul, comment est-ce que tu apprécies ce conseil ou cette initiative? Ah, je le remercie tous les jours, hein, parce que bah, sans mon bagage scolaire, je quitte la Ligue 2, je reviens en N1 à Franconville, donc je re-signe ici, et je re-signe au buzzer, hein, parce que l'équipe avait déjà complété son effectif. Je me dis, bon, tu redescends en N1, le salaire va pas être le même, tu ne pourras pas en vivre, et il va falloir trouver du taf. Donc là, je sors le diplôme, paf, et je dis merci papa. Et la chance que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, le comité départemental du Val d'Oise de basket recherche un agent de développement qui a un bac+5, qui fait du basket et qui est dans la région. Je me suis dit, ah, là, il y a un petit signe. Donc, je signe mon contrat à Franconville. Dans la foulée, 2 mois après, je signe mon contrat au comité et je cumule les deux. Et je me retrouve financièrement par rapport à mon salaire de Ligue 2. Donc, je me dis, on est bon. On est bon. Et finalement, tu es passé d'une joueuse professionnelle à un poste à responsabilité. Ouais. Est-ce que tu vois des similitudes entre ce que tu as vécu dans ta carrière sportive et maintenant professionnelle en termes de skills? Alors oui, je dirais le managériat. Le fait de manager les équipes et d'être meneuse, bah, en fait, c'est la même chose. Tu es chef d'orchestre. Que ce soit dans l'organisation d'un événement ou la prise d'une équipe, tu es la patronne et tu dois aussi fédérer, savoir fédérer une équipe. Donc moi, j'organise des événements avec le comité. Je prends l'exemple du All-Star Game, qui est un tournoi international. J'ai 46 bénévoles qui sont devenus la famille. Et ces 46 bénévoles, ils sont là depuis des années parce que je pense que j'arrive aussi à fédérer, à faire en sorte que les personnes s'entendent bien. J'en donne aussi beaucoup de respect, ils me le rendent énormément. Et je répète, ce sont des bénévoles, hein. Ils ne touchent pas un centime, mais chaque année, ils sont là et ils prennent l'événement comme si c'était le leur. Et c'est pareil pour une équipe. J'ai été capitaine à Franconville, j'ai joué là-bas pendant 6 ans. Et quand tu es capitaine, bah, c'est pareil, tu dois fédérer autour de toi, que les joueuses t'entendent, t'écoutent, et que quand tu es sur le terrain, que tu dis bah, on fait corne, et c'est corne, c'est pas les filles qui disent non, non, vas-y, on fait shorts. Et ça arrive, hein. Moi je l'ai vécu hein, en équipe, où tu as une joueuse qui annonce quelque chose, et non, venez, on fait ça. Et c'est sur le terrain. Donc si tu n'arrives pas à être chef d'orchestre dans une équipe, bah, tu n'as pas de résultat. Et dans le monde du travail, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à fédérer et faire en sorte que tout le monde s'entende à peu près, ton événement il va pas fonctionner. Et nous, Dieu merci, ça fait 12 ans que l'All-Star existe et n'arrête pas de grandir. Diana, on te voit beaucoup dans des initiatives associatives autour du basket. Tu partages, tu transmets.
aujourd'hui, Ouais. à 41 ans. Ouais. Quels sont les messages, les leitmotifs, ou en tout cas les domaines dans lesquels tu t'engages aujourd'hui, et quelles sont tes motivations? Quels sont les sujets qui te fait te lever aujourd'hui? Heu, ouais. Alors j'ai envie de dire, j'ai le basketball, j'ai le féminin et j'ai l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, toutes mes actions, qu'elles soient associatives ou sportives, tournent autour de ça. Et c'est pour ça que j'essaie de m'engager dans ces voies-là. Aujourd'hui, je suis championne de la paix pour Peace and Sport. Donc, c'est vraiment le côté associatif, valeur du sport, essayer de transmettre. Je suis aussi engagée dans l'asso de ma petite sœur, Dynastie Gandega. Donc là, c'est vraiment le côté féminin, le côté africain. Essayer de rendre et transmettre parce que ici, pour nous, c'est facile. On a un réseau incroyable, on a des moyens. Alors que là-bas, c'est toute une galère pour une jeune fille juste de jouer au basket, de faire du sport. Donc on essaye d'aller voir les parents, d'échanger, de leur dire, bah, nous, on est aussi issus de la communauté africaine. On a un parcours atypique, oui. C'est vrai que quand je regarde Diana, qui avait 14 ans, qui vivait dans la cité à Port-de-Cléancourt, je n'étais pas vouée à terminer général manager et être rôle modèle, comme on peut parfois me donner comme étiquette. Mais voilà, j'essaye vraiment de fédérer autour de moi pour que les gens puissent, comment dire, pour que je puisse transmettre mes valeurs via des actions qui me ressemblent. Voilà. Et c'est pour ça que les personnes qui sont autour de moi, je fais en sorte qu'elles me ressemblent. Et c'est pour ça que ça fonctionne et que ça dure pendant des années. C'est des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. On veut vraiment inculquer le respect aux gosses qu'on croise, que ce soit sur les terrains ou dans la vie de tous les jours. On veut faire en sorte qu'ils deviennent des vrais citoyens et que toutes les valeurs qu'ils vont engranger sur un terrain de basket, que demain, ça soit employable dans leur vie d'adulte, quoi. Voilà. C'est vraiment ce que j'essaye de faire avec toutes mes actions. Et voilà, c'est rendre, c'est faire pour les gens. Et j'arrive à kiffer en voyant les gens qui kiffent. Voilà. C'est-à-dire que même quand je fais mes événements, j'arrive à prendre ce recul-là et juste regarder les gens et dire, ouais, ils kiffent. Ok, c'est bon. On est bon. Voilà. Tu as parlé de la Diana de Port-de-Cléancourt, Ouais. dans la TES. Dans la thèse, ouais. Aujourd'hui, il y a peut-être plein d'autres de Diana Ouais. dans des contextes qu'on appelle prioritaires, QPV, je ne sais pas quelle est l'appellation de cela. J'ai l'impression qu'on voit peu de Diana comme toi en position de leadership. Tu nous parles de ce que tu fais ici avec le comité du Val d'Oise. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'émancipation, justement, des femmes en poste de leader? Ta question, elle est rude, hein. C'est possible? C'est possible. Bah, je pense que je fais partie des femmes qui veulent devenir leader aussi et qui veulent influencer, qui veulent inspirer d'autres jeunes filles en se disant que bah, c'est possible. Diana qui est partie de rien, elle a réussi et pourquoi pas moi. Après, il y en a qui réussissent mais qui n'ont pas cette fibre de transmettre. Et ça, on ne peut pas non plus leur en vouloir. Il y a des femmes qui réussissent mais tu les vois nulle part, qui ne prennent pas ce temps-là. Moi, j'aime faire ça parce que moi-même, je ne l'ai pas eu. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, mes rôles modèles, c'était que des hommes. Il y a eu mon père, j'ai eu Allen Iverson en tant que joueur. La première personne qui m'a laissé jouer en streetball, c'est Henri Lembé, c'est encore un homme. J'ai jamais été réellement accompagné par une femme. Et je me dis, c'est dommage. Maintenant que moi, aujourd'hui, j'ai cette position, entre guillemets, de force et que je peux m'exprimer, que ce soit via skill ou via d'autres moyens, je me dis, mais pourquoi garder ça pour moi, en fait? Ce serait presque égoïste. Voilà pourquoi, même quand j'interviens dans des écoles, quand j'interviens en école de commerce, quand j'interviens dans des clubs, d'ailleurs, au comité, on a créé l'action à la rencontre des futures grandes. J'ai envie que les jeunes filles se disent, moi, mon rôle modèle, ça serait une femme, que je puisse m'identifier, que ce soit plus simple et que je me dise, bah ouais, Diana, elle a été basketteuse professionnelle, mais elle est surtout aujourd'hui général manager. Elle a un diplôme. Voilà. Elle arrive à créer des événements, à laisser des traces, à laisser quelque chose. Donc, ouais, l'émancipation, il faut aussi aller la chercher, parce qu'en tant que femme, on ne va pas nous le donner. Clairement. On parle encore aujourd'hui de parité. On est en 2025, on parle encore de parité, de créer la parité. Parce qu'elle ne se fait pas aujourd'hui toute seule. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes les postes importants, ce sont des hommes qui les tiennent, qui les portent.
certains ouvraient les portes et certains ne veulent absolument pas les ouvrir. Donc c'est à nous d'aller les défoncer. Et donc je pense que c'est ce que je fais, un peu dans cette palette de Diana qu'il y a. Et voilà, je dis aux jeunes filles, si vous voulez vous émanciper, attendez pas quand vous ouvrez les portes, hein. Allez aussi les défoncer. Très surprenant que tu parles de défoncer les portes dans ton émancipation de femme, tout comme peut-être tu l'as fait dans ta carrière sportive. Il y a un espèce de miroir assez intéressant. Oui, parce que je ne me suis pas limitée à mettre entre guillemets 30 points en départ. Ça ne m'intéresse pas. Donc quand j'ai commencé à jouer en streetball, donc les gars m'ont forgé un style de jeu qui faisait que arriver après contre des filles, c'était facile. Chaque année, j'ai changé de club. Parce que chaque année, je voulais monter en compétences. Donc j'ai commencé au CSP 19, après je suis parti à Charonne. Après Charonne, j'ai fait le PSG. Après, ça ne me suffisait pas. J'ai dit, attends, PSG, ouais, ok, je suis en cadette. C'était de la cadette région. J'ai dit, non, moi, je vais toucher la nationale. Boum, je suis parti à Aubert. Aubert, on m'a dit, tu viens d'arriver, tout ce que tu as fait avant, on s'en fout. Tu repars en équipe région. En bout de, en quoi, 2-3 mois, elle dit, ok, c'est bon, on monte avec la nationale. Et donc, le coach s'appelait José, s'appelle José encore. Et ça a été un formateur incroyable. En 4 ans, je suis passé d'une joueuse de région à une joueuse de N2. Et c'est là qu'après, je suis parti. Mais il a fallu, oui, se bouger et défoncer les portes en disant non, il n'y a pas de plafond de verre en fait. Voilà. Je vais aller chercher, moi, ma place en national. C'est elle qu'il faut aller taper à chaque entraînement. Ok, chaque entraînement, tu seras ma cible. Et je vais prendre ta place. Et j'ai pris des places. Et tu crois encore aujourd'hui à l'ambition pour les femmes? L'ambition. Plus que jamais. Après, moi, je dis souvent, l'ambition, c'est bien beau avec des paroles, mais il faut que ça soit accompagné d'actes. Il y en a plein qui disent j'ai envie d'eux, j'ai envie d'eux. Ok, qu'est-ce que tu fais pour? Il y en a tellement autour de nous, j'en connais tellement des personnes comme ça. Je suis ambitieux, j'ai envie, j'ai envie. Quels moyens tu mets en œuvre pour atteindre tes objectifs et atteindre tes ambitions? Donc oui, ça moi je suis une personne ambitieuse et j'ai toujours soif d'apprendre et soif de faire. C'est pour ça que je ne m'arrête jamais. Là, je pourrais juste me contenter de dire je suis entré au comité, je suis agent de développement. Je dis non, si je peux grimper, je vois s'il y a des postes, ok, il faut se former, je me suis formé. Hop, je suis passé général manager parce qu'on m'a aussi fait confiance au comité. Mais d'ailleurs, je voulais plus. Ok, j'ai créé mon entreprise de conseil. C'est-à-dire que je suis le comité, mais j'ai aussi mon entreprise de conseil. Ah, il y a le 3-3 qui se développe, je kiffe le 3-3, ok, je vais me former. Allô, la FIBA, je vais me former, comment je fais? Ok, aujourd'hui, je forme des écoles de commerce sur l'organisation de tournois 3-3. Et je continue, et je continue, et je continue. Voilà, parce qu'il y a de l'ambition. Après, il y a d'autres portes aussi qui, j'espère, vont s'ouvrir. Il y a la NBA, il y a la balle, il y a plein de choses, donc on ne sait pas où je serai dans quelques années. Diana, tu nous as partagé beaucoup d'éléments qui étaient fondateurs dans ton parcours. Parmi tous ces apprentissages que tu nous as évoqués, peut-être pas d'ailleurs, est-ce que tu aurais un élément à nous partager qui a vraiment été game changer pour ton expérience, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que femme? Wow, un élément qui a été game changer. C'est vrai que j'ai toujours été accompagnée et j'ai pas peur de de collaborer et de pas juste dire je prends pour mon taf, t'organises des événements, t'es la responsable, t'es la boss, donc je suis la boss, donc j'ai les gens en dessous, ça fonctionne pas. En fait, j'essaie de vraiment travailler de manière horizontale, de prendre de tout le monde et au final ça me fait grandir et ça me fait avancer. Donc je reprends encore l'exemple du All-Star, je pense que c'est le meilleur exemple. Je pourrais juste être dans mon bureau, dire voilà, je veux que l'événement soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le jour de l'événement, j'appelle mes bénévoles, venez, rendez-vous telle heure, l'événement c'est comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. J'ai des chefs de pôle, j'ai 2-3 réunions dans l'année avec ces bénévoles-là. Peut-être que j'ai telle ligne de conduite, ils vont venir à la réunion, je vais tout changer. Je vais dire ah ok, ça j'avais pas pensé, c'est pas pensé. Donc collaborer, respecter les gens avec qui tu travailles, prendre d'eux aussi, parce que je leur donne beaucoup, ils m'en donnent encore x10. Et après moi-même je grandis. Donc le game changer serait peut-être les personnes qui m'entourent et dont je m'inspire aussi. Ils le savent peut-être pas, mais ils me donnent tellement. Et ils me disent ouais Diana, j'ai un surnom, ils me disent la diva. Il y a encore une histoire derrière. Mais si vous saviez que c'est grâce à vous aussi que j'ai atteint ce niveau-là,
dans ce que je fais dans ma vie. On me dit, ouais, on te voit partout. Je dis, mais vous faites tous partie de ma vie et d'une manière ou d'une autre, vous avez tous impacté ma vie d'une manière ou d'une autre. Ils ne le savent peut-être pas, mais c'est vrai. Est-ce que tu veux en profiter pour remercier quelques personnes? Bah, je remercierai ma famille en number one, mon daron en number one au-dessus. Bah, mes amis, les bénévoles qui travaillent avec moi, que j'appelle même plus bénévoles, vraiment c'est la MIF. C'est même pas la famille, c'est la MIF. Et après, bah, chaque matin, je me lève pour mon fils. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Je me lève pour son avenir, que ce soit le plus simple pour lui plus tard, parce qu'on vit quand même même pas dans un pays, mais dans un monde qui fait un peu flipper, on va pas se mentir. Donc voilà, quand je me lève, je suis contente d'aller au travail, je suis contente d'aller au basket. Je suis contente de vous voir le premier visage, c'est celui de Darrell. Et ouais, tout ce que je fais, c'est vraiment pour lui. Qu'il soit aussi fier de maman. Diana, on finit par pleurer. Par cette... On est chez Skill. La transmission de savoir habile. Wow, ouais. On est dans le profond et dans le profond. Diana, je te remercie beaucoup. Tu as été très, très généreuse. Moi, je voulais savoir si tu avais un message à faire passer, non plus aux proches, mais voilà, aux personnes qui nous écoutent et qui sont justement intéressées par cette ambition et qui peut-être ont des freins. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Alors, c'est ce que je dis souvent, osez en fait. Osez parce que si vous n'osez pas, il ne se passera rien. Vous pouvez rater, perdre, retomber, il faut juste après avoir les épaules pour se relever, il n'y a pas de problème, mais souvent, on oublie qu'on est entouré et que même si on n'arrive pas à se relever tout seul, il y a des personnes autour de nous qui peuvent juste nous donner le petit coup de pouce là pour dire allez, vas-y, repars. Voilà. Donc entourez-vous. Je pense qu'on a tous quelqu'un, même si c'est juste une personne, bah voilà, appuyez-vous sur ces personnes-là. Ne soyez pas isolés, ne vous isolez pas non plus et juste osez. Diana, je tiens à m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai sous-entendu que tu n'étais pas capable de t'adapter à ton environnement. Et là, tu nous parles que d'ouverture sur l'autre. Et c'est très, très plaisant de t'entendre parler comme ça. On arrive à la fin de notre échange. Et juste, je voulais savoir comment tu te sens à la fin de notre échange. Comment tu as vécu tout cela? Je me sens émotive là, c'est clair. Je te remercie, Jean-Marc, de me permettre de m'exprimer, de partager aussi mon expérience et qui je suis surtout. S'il y en a qui ne me connaissent pas et qui vont apprendre à me connaître grâce à Skill. Je voudrais parler à toutes les personnes qui n'osent pas, qui pensent qu'elles sont de fait dans des cases et qu'elles ne pourront pas en sortir. À vous de les défoncer, clairement, n'attendez rien de personne. Voilà, on a tous quelque chose en nous qui nous permet de réaliser des choses. Donc allez-y, osez tenter. L'émission est terminée. Merci à ceux qui nous ont écoutés. J'espère que tu as bien savouré. C'était Skill, la transmission de savoir habile. Ta mission partagée, pour ça c'est facile. On se capte une prochaine fois. Ne sois pas volatile, abonne-toi, reste aux aguets et check ton mobile. J'ai dit check ton mobile. Ok, check ton mobile, yeah. C'était Skill, la transmission de savoir habile.